Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et à la une de l'actualité, c'était hier le dernier jour de la conférence de Paris sur le climat. La dernière version d'un texte de 27 pages a été présentée aux négociateurs des 196 parties à la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique. Les parties à la Convention sont confiantes et pensent qu'un accord final va pouvoir être signé pour permettre de réduire le réchauffement climatique en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Les négociateurs se rapprochent d'un accord pour éviter le réchauffement climatique. Après cet important travail des derniers jours et toute une série de rencontres que j'ai menées aujourd'hui, je pense que nous pouvons franchir, à la veille même du terme prévu pour notre conférence, la dernière mouture du texte arrive après une nuit de travail et toute une journée à essayer de faire avancer le processus. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a passé la journée à des activités diplomatiques autour de la conférence. Il a dit que plusieurs problèmes devaient encore être résolus, mais il demeure optimiste. I am told, encouragingly by many people, that this is a doable and achievable. On m'a dit, encouragé par beaucoup de gens, que c'était possible et faisable. Et je n'ai entendu personne dire le contraire. Et je suis très optimiste. Mais j'espère qu'ils vont aboutir à un accord fort et ambitieux, mais aussi universel, qui respecte les aspirations de tout le monde autour de la planète. Le ministre français des Affaires étrangères est aussi apparu confiant dans le fait qu'un accord était possible. sur la base des progrès accomplis sur l'ensemble du texte, ce soir et cette nuit, je pense être en mesure de présenter demain au Comité de Paris ma proposition de texte final. Le chef de l'opposition syrienne en Arabie Saoudite a déclaré vendredi dernier qu'une équipe composée de membres de l'opposition politique armée et non armée vont rencontrer le gouvernement le mois prochain afin de trouver des solutions politiques au conflit qui dure depuis déjà 5 ans. Cette rencontre, qui est proposée par l'envoyé spécial des Nations Unies, Staffan de Mistura, aura lieu en janvier. Le but de cette rencontre entre l'opposition et le régime de Damas est d'arriver à une éventuelle période de transition et se tiendra dans les 10 premiers jours du mois de janvier. À Riyad, plus de 100 membres des groupes d'opposition et groupes rebelles syriens ont accepté de travailler avec le gouvernement de Bachar al-Assad en faveur des négociations pour la paix. Un universitaire saoudien qui a présidé les pourparlers à Riyad a déclaré que c'est la première fois depuis 2 ans que des négociations sont organisées pour mettre fin à la guerre civile où les forces militaires américaines, russes, européennes et du monde arabe ont été entraînées. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, aurait déclaré que son pays avait développé une bombe à hydrogène. La nouvelle arrive à la veille de pourparlers qui auront lieu dans la zone industrielle conjointe de Kaesong pour discuter de la réunion de dizaines de milliers de familles séparées par la guerre dans les années 1950. Kim Jong-un aurait déclaré que la RPDC avait développé une bombe H durant une tournée sur le site révolutionnaire de Pyeongchon pour rendre hommage à son père, Kim Jong-il, mort en 2011, et son grand-père, le fondateur du pays, Kim Il-sung. La télévision d'État, KCNA, a cité le leader disant que l'œuvre de Kim Il-sung avait fait de la RPDC une puissance nucléaire prête à faire usage de bombes A et H pour défendre sa souveraineté et la dignité de la nation. Une bombe H est une bombe thermonucléaire qui a essentiellement les mêmes effets qu'une bombe nucléaire, mais utilise des technologies plus avancées et produit une explosion plus puissante encore. La RPDC a longtemps mené des recherches sur ce plan. Elle a conduit des tests souterrains en 2006, 2009 et 2013, provoquant des sanctions de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les activités commerciales ou financières pouvant faciliter ce programme nucléaire ont été alors interdites. La nouvelle a été accueillie avec scepticisme dans le sud de la péninsule. Un responsable de l'agence de renseignement de Corée du Sud
a déclaré à l'agence de presse Yonhap qu'il n'y avait aucune preuve que la RPDC détenait une bombe H. Mais si le fait est avéré, il indiquerait que le programme nucléaire de RPDC est toujours en activité et cela pourrait raviver les tensions dans la région. La Chine appelle au calme. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé à faire davantage d'efforts pour maintenir la paix et la stabilité. La position de la Chine a toujours été claire et ferme. La Chine souhaitera toujours ardemment la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le maintien de la paix et de la stabilité. Nous insistons sur le fait que les problèmes liés à cette question doivent être résolus par le dialogue. Hua Chunying a ajouté que la situation dans la péninsule était complexe et fragile. Elle a aussi déclaré que la Chine appelait toutes les parties à se rassembler pour apaiser les tensions et faire des efforts pour reprendre les pourparlers à 6. Les deux pays continuent de se préparer pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Mercredi, la RPDC et la Corée du Sud ont nommé leurs délégués en chef pour la rencontre, qui devrait se concentrer sur les réunions de familles séparées par la guerre sur le site du mont Kumgang. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est le volet Aujourd'hui la Chine, présenté par ma collègue Elsa Suru. Bonjour Elsa. Bonjour Ludivine. Quel est le premier sujet à développer dans cette partie? Eh bien, nous allons parler des nouveaux lauréats du prix Nobel de cette année et parmi eux se trouve une chinoise. Les lauréats du prix Nobel de cette année dans les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature et de l'économie ont reçu leur récompense lors d'une cérémonie royale dans la salle de concert de Stockholm en Suède. Cette année, la chinoise Tu Youyou, l'irlandais William Campbell et le japonais Satoshi Omura ont reçu les prix de médecine et de physique. Selon l'Assemblée, Madame Tu Youyou a remporté la moitié du prix pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre la malaria. Et messieurs Campbell et Omura ont remporté l'autre moitié du prix pour leur découverte concernant une nouvelle thérapie contre les infections causées par des parasites. Les trois lauréats partageront un prix de 960 000 $. Madame Tu est la première chinoise à remporter un prix Nobel de médecine. En outre, d'autres lauréats du prix Nobel et leurs familles, le roi et la reine et d'autres membres de la famille royale suédoise faisaient partie des invités d'honneur lors de la cérémonie de remise des prix et du banquet. Les représentants du gouvernement suédois et le Parlement étaient également présents. L'Autriche a offert une plaque commémorative à Shanghai et ses résidents pour les remercier d'avoir aidé les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 1930, près de 2000 Juifs ont fui l'Autriche et trouvé refuge à Shanghai. La personne qui a rendu cela possible était le consul général de Chine à Vienne, Ho Fengshan. Le monde se souvient d'Oskar Schindler pour avoir sauvé près d'1 millier de Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais peu se souviennent de Ho Fengshan qui a fait la même action. Monsieur Ho était consul général de Chine à Vienne, peu après l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne en 1938. À la fin de cette année, les nazis s'en sont violemment pris aux Juifs en envoyant plus de 30 000 Juifs dans les camps de concentration. Pour eux, la fuite était la seule solution pour survivre. Le soir, on se rassemblait avec toute la famille, les cousins et les frères et sœurs, tous ensemble autour d'une table. On regardait sur une carte les endroits où l'on pouvait fuir. Mon père s'est rendu au consulat des États-Unis pour chercher des gens vivant aux États-Unis avec le même nom que nous. Il m'a demandé de leur écrire une lettre pour leur demander si on était de la même famille et s'ils pouvaient se porter garant. Les États-Unis demandaient à leurs ressortissants de fournir une garantie pour les réfugiés juifs avant l'émission d'un visa. 32 autres pays rejetaient carrément les demandes. La famille Marcus a frappé à de nombreuses portes de mars à juin, en vain. Sans espoir, le père de Lotte a tenté sa dernière chance au consulat général de Chine, où il a obtenu gain de cause et sauvé toute sa famille. En 15 minutes, il a obtenu le visa. Il est rentré à la maison et je me souviens encore très distinctement de ce qu'il nous a dit. Même si tous nos efforts avaient échoué, on avait au moins réussi à obtenir un visa. Avec un visa en main, la famille Marcus a pris un bateau pour se rendre à Shanghai à des dizaines de milliers de kilomètres. Shanghai était une ville portuaire libre à l'époque. Le gouvernement chinois avait perdu le contrôle de la ville lors de la guerre. Aucun visa n'était nécessaire pour s'y rendre. Alors, quelle était la raison pour que le consul général de Chine à Vienne émette des visas?
Mon père a trouvé une manière astucieuse d'utiliser les visas comme carte de secours ou de fuite. Cela s'est avéré efficace pour de nombreuses familles juives. Selon les dires de mon père, s'il n'avait pas déjà obtenu le visa chinois, il n'aurait pas libéré mon grand-père. Ils ont libéré mon père le soir de l'obtention du visa et mon grand-père 2 jours après. Comme il n'y avait pas de procédure existante pour obtenir un visa chinois, un bon nombre de Juifs se sont précipités pour obtenir un billet pour vivre. Les actions de M. Ho sont devenues la principale force pour faire de Shanghai une ville de refuge et de sûreté pour les réfugiés juifs. Mais le gouvernement nazi et le gouvernement chinois ont tout de suite exigé l'arrêt des émissions de visas. Les relations Chine-Allemagne étaient mauvaises à l'époque. Le gouvernement chinois essayait d'isoler le Japon et d'obtenir l'aide d'autres pays. Il ne voulait donc pas empirer les liens avec l'Allemagne. Cependant, M. Ho s'en est tenu à sa cause. Il a été licencié et renvoyé en Chine en 1939. Le nombre de visas émis entre 1938 et 1939 par Ho Fangshan reste inconnu, mais selon la seule documentation existante, il est possible que le consul général de Chine à Vienne ait émis près de 500 visas par mois pour les Juifs en près de 2 ans après l'annexion. M. Ho est mort en 1997 à l'âge de 97 ans. Même s'il était la raison pour laquelle de nombreuses personnes sont encore en vie aujourd'hui pour raconter cette histoire, il n'a jamais rencontré un seul des survivants. Dans les années 1930 et 40, alors que les Juifs étaient victimes d'expulsions, d'emprisonnements, de persécutions et de meurtres dans le monde entier, deux Schindler, l'un chinois, l'autre japonais, ont violé les règles et délivré à des milliers de Juifs les visas qui leur ont permis de quitter leur pays contrôlé par les nazis. Ces Juifs se sont ainsi réfugiés en Chine, à Shanghai, où ils ont survécu sains et saufs jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. 60 ans plus tard, un mémorial consacré à cet épisode de l'histoire a été créé à Shanghai, dans le quartier où vécurent ces réfugiés. Durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs, soit 2 tiers de la population totale juive d'Europe, ont été victimes des atrocités inhumaines commises par le régime nazi. Ceux qui se sont réfugiés à l'étranger, au début de la guerre, ont eu la chance de survivre. Shanghai était pour certains d'entre eux un havre de paix. Je me trouve au mémorial des réfugiés juifs dans le district de Hongkou, à Shanghai, en Chine. Il y a 76 ans, Shanghai a accueilli quelques 17 000 juifs qui se sont réfugiés de l'Europe pour échapper à la persécution nazie. Tous les noms des réfugiés sont gravés sur ce mur dans la cour du mémorial. La synagogue E.L. Moïse, qui abrite le mémorial, est un immeuble de 3 étages, en briques rouges et grises, restaurée dans son état d'origine. Elle est témoin de cette histoire qui réchauffe le cœur. Les deux Schindler qui ont sauvé des milliers de Juifs sont le consul général chinois à Vienne, He Fengshan, et un diplomate japonais en Lituanie, Sukira Shuin. À l'époque, la ville de Shanghai était occupée par les Japonais, mais ces derniers n'avaient pas eu encore le temps d'en organiser l'administration. Et les autorités chinoises avaient perdu le droit d'administrer la ville. Les entrées dans la ville étaient donc libres, pas besoin de visa, ni d'attestation du capital ou encore de certificat de police. Les réfugiés juifs, qui provenaient essentiellement d'Allemagne, d'Autriche, de Russie, des pays de l'Europe centrale et orientale et des pays d'Asie, se sont installés dans des concessions internationales de Shanghai. Peu après leur arrivée à Shanghai, avec l'aide du personnel du centre d'hébergement, ils ont rapidement trouvé du travail. Ils ont donc appris de nouveaux métiers tels que la maçonnerie, la charpenterie et la coiffure. Certains ont ouvert des boulangeries, des brasseries et des cafés, comme le café du Cheval Blanc qui était très populaire.
Ce café était un lieu de rendez-vous très prisé par les Juifs. 所以说，这个白马咖啡馆是当时在这里生活的犹太难民生活当中的一个印记，是他们这段历史的一个记忆。所以很多人呢，说到白马咖啡馆，就是会回想到他们曾经在上海避难的岁月，这是他们生活中的一个心中的一个温暖的地方。Shanghai was a heaven for us, absolutely, was heaven for us. And I think what I already said once, I repeat myself, they were so friendly to us, so they took us in. And that's what it was. I said they should have more pronounced the friendship between the Chinese in that time even and the Jewish people. Le café du Cheval Blanc est en train d'être restauré sous l'égide des autorités de Shanghai et sera rouvert au public en août prochain en tant que café-musée. Lors de leur séjour à Shanghai, beaucoup d'histoires ont eu lieu entre les réfugiés juifs et les habitants de Shanghai. 就是2012年的时候，我在我们纪念馆接待过一位来自美国的老人，这位老人叫 Peter Max， 是目前美国非常有影响力的一位艺术家。他来的时候他就和我说，他说我小时候啊在这里避难，我一个保姆比我大9岁。 他每天叫我画画，不但要画得好，还要画得快。晚上呢，他还和我一起给我讲星星、讲月亮的故事，让我从小就埋下了艺术的，就在心里埋下了艺术的种子，使我有机会，就是日后成为一个成功的艺术家。Dans le ghetto apatride du district de Hongkou, les réfugiés juifs cohabiter avec les habitants de Shanghai. Les réfugiés s'efforçaient de s'intégrer à la vie locale. Certains ont appris le dialecte de Shanghai. We are very friendly wherever we lived. There were neighbors and we spoke to the neighbors and I learned a little bit of Shanghai dialect. Can you speak a few words? Yes. Shiokunya mehoku. Tous les jours, le mémorial accueille des centaines de visiteurs étrangers, des descendants des survivants juifs aussi bien que des touristes curieux de cette histoire. Nous visitons le musée pour savoir pourquoi ces juifs sont venus à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale et voir comment les habitants de Shanghai vivaient avec eux au quotidien. En ce qui concerne la culture chinoise, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils savent interagir avec d'autres pays et d'autres gens dans le passé. La Chine n'a jamais eu de mouvement antisémite. Les habitants de Shanghai ont sympathisé avec le destin de ces réfugiés juifs. Certains réfugiés juifs ont soutenu et participé à la lutte chinoise contre les Japonais. Après la guerre, les réfugiés juifs ont quitté Shanghai pour aller dans de nouvelles colonies. Certains ont établi des associations, organisé des activités et publié des ouvrages pour ne pas oublier ces années mémorables. Depuis la création de ce mémorial en 2007, les touristes de ces pays sont venus ici pour revivre l'histoire. Des Juifs qui avaient vécu à Shanghai à l'époque et qui avaient quitté la ville après la guerre, ils sont retournés. C'est avec cette émouvante page d'histoire que se referme notre volet Aujourd'hui la Chine et je vais maintenant repasser la parole à ma collègue Jodine qui va clore ce journal. Jodine, c'est à vous. Merci Elsa et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.